Une question à la une ce matin, Sarah. De quoi est responsable le gouvernement actuel? Doit-on lui reprocher des décisions prises il y a 20-40 ans ou doit-on se pencher stricto sensu sur ses mesures à lui qui va cumuler 10 années au pouvoir avec quelques changements d'alliance et de ministres, mais avec la même majorité pégidiste. Le chef de gouvernement Saadil Othmani a expliqué en substance au Parlement, à la Chambre des conseillers, qu'il ne fallait pas le juger sur ce qui a été décidé il y a 30 ou 40 ans et qu'il fallait plutôt qu'on cède pour régler ces problèmes-là aussi. Est-ce que l'institution du chef de gouvernement doit supporter le fardeau de tous ceux qui l'ont incarné depuis des décennies ou se contenter de parler du bilan de celui qui l'incarne aujourd'hui? On en parle ce matin avec nos chroniqueurs. Alors peut-être pour commencer, on va écouter la déclaration du chef de gouvernement à la Chambre des conseillers. بزاف ديال الامور الحمد لله فيها ايجابيات. بزاف ديال الامور باقي عندنا مشاكل، ولكن واش المشاكل اللي جات 30 عام و40 عام تحسبوا عليها انا؟ فهمتيني؟ نتعاونوا عليها نحلوها حتى هي، اي مشكل انا مستعد نحلوه، ولكن ما يمكنش نحلوا المشاكل مره واحده. كاين التمهيدات لحل المشاكل، كنوحدوا البرامج باش راه انتم دابا قلتوا الرقمنه، بغيتوا نديروا الرقمنه، واش دابا غير دير هكا وديرها؟ راه لا الاداره ولا الاقتصاديين ولا المواطنين كلهم خصهم واحد الفتره ديال المواكبه والاستئناس حتى يكونوا يستطيعوا يديروا التحول ديال الرقمنه. C'était donc la déclaration, une partie de la déclaration du chef de gouvernement à la Chambre des conseillers récemment. Je vous pose directement l'objet du débat. Driss Jeydan, est-ce que le gouvernement actuel doit supporter les bilans des gouvernements précédents? Les supporter, non. Les assumer, oui. Chaque gouvernement est une chaîne de transmission. Et dès lors que on a décidé d'une certaine manière de prendre le pouvoir par le jeu partisan et le jeu des urnes, eh bien on doit tout simplement assumer parce qu'on est le gouvernement de tous les Marocains, de tous les citoyens marocains et marocaines. Donc à partir de là, on ne peut pas tenir un discours partisan qui consisterait à dire ce que je fais bien, c'est moi qui le fais tout seul et les problèmes regardez en arrière. Il faut à un moment donné tout assumer. Vous savez, il y avait une phrase de Napoléon qui va vous sembler un peu anachronique lorsqu'il a pris le pouvoir, a dit de Clovis jusqu'au comité de salut public, j'assume tout. Alors ça c'était Napoléon dans l'histoire de France. On n'en demande pas tant à un chef de gouvernement ni à M. Othmani, mais il s'agit là de dire tout simplement que accéder à une fonction qui est une fonction majeure quand même, ça suppose de prendre de l'ampleur et ça oui, ça suppose d'assumer. Alors, assumer ne signifie pas que M. Othmani serait responsable de décisions, bonnes ou mauvaises, qui auraient été prises bien avant lui, il y a 20 ou 30 ans. Mais pour autant, l'histoire, ça existe. L'histoire des décisions qui engendrent à un moment donné ou qui entraînent un certain nombre soit d'avancées, soit de recul, cette histoire-là, il faut l'assumer. Sinon, on ne peut pas prétendre être le chef de quoi que ce soit. C'est ainsi, c'est ça la politique, c'est un rapport à l'histoire. Segmenter les choses et dire ça je prends parce que d'une certaine manière ça avait déjà été bien fait à l'époque et donc nous avons apporté notre patte et nous avons fait en sorte que ça soit mieux fait. Là aussi, ce serait une erreur. Je crois qu'à un moment donné, tout simplement, il faut regarder là où le bas blesse et éviter toute idéologie. C'est-à-dire le gouvernement en gants blancs, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a effectivement, alors évidemment tout cela est très complexe, ça pose la question de l'État profond, ça pose la question de l'administration, ça pose la question de la manière dont les individus sont responsables ou pas. D'un autre côté, c'est pas parce qu'on est chef de gouvernement, qu'on appartient à un gouvernement, qu'on a tous les pouvoirs sur toutes les situations. Faire changer les choses dans quelques pays que ce soit, surtout quand on est un vieil État, on est un vieil État, aussi étrange que cela puisse paraître, on existe depuis des siècles. Et c'est aussi, dans ce cas-là, on peut très bien remonter à Moulay Ismail. Et effectivement, nous sommes quelque part aussi le continuum d'un certain nombre de décisions qui ont été prises dans l'histoire. Dans l'histoire contemporaine, bien là aussi, il faut l'assumer. Et éviter ce discours qui consiste à dire je ne suis pas responsable de tout. Non, bien sûr que non, mais il faut d'une certaine manière se sentir investi par l'idée qu'à un moment donné, eh bien, on doit attendre de ce que l'on est d'être plus grand que soi pour assumer cette fonction. Donc, assumer une fonction, c'est assumer tout ce qui nous a précédés. Alors, Sokhina de Salem nous dit ce matin, en parlant du gouvernement, donc, elle nous dit il n'a pas le choix, avant de vouloir accéder au pouvoir,
eh bien, ils savent déjà que la situation est grave et s'ils ont fait ce choix, eh bien, ils doivent porter le fardeau des anciens gouvernements, dit-elle. Mimoun de Rabat, en revanche, dit l'État est géré par le principe de continuité d'engagement et donc il vous rejoint dans votre point de vue, Dejaydan. Rachida Chahachi, on ne choisit pas ses prédécesseurs. Est-ce qu'on doit pour autant s'excuser à leur place? Non, mais c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est effectivement, comme l'a expliqué Driss, d'assumer. Je veux dire, on n'a pas à promettre la lune au début. C'est-à-dire, quand on se présente aux élections, on doit avoir un minimum de connaissance des contraintes de cette réalité politique-là, c'est-à-dire de l'état profond, des rapports de force, des moyens économiques que l'on peut mobiliser ou pas, et de promettre à la hauteur de ce que l'on peut faire, et de ne pas être dans une logique de rhétorique préélectorale pour par la suite trouver comme alibi un héritage ou un bilan défavorable. Donc on n'a pas à juger un gouvernement sur ceux qui l'ont précédé, mais on a à juger un gouvernement sur la manière avec laquelle il aborde l'héritage positif ou négatif des prédécesseurs. Est-ce qu'on est dans un volontarisme politique, dans une réelle volonté de changer les choses, ou est-ce qu'on est dans une volonté de contourner le problème et de passer la patate chaude au gouvernement qui va venir après? Parce que le gouvernement n'a pas pour mission de faire du développement personnel, du coaching ou du coloriage. Parce que là, on voit bien, c'est-à-dire tout va bien, alhamdoulilah, l'amzin, ça c'est du coaching. Ça permet de remonter le moral. Mais alhamdoulilah, on le dira à la fin du mandat. À la fin, quand on verra le bilan, on dira alhamdoulilah ou non, en fonction de, voilà, alhamdoulilah dans tous les cas d'ailleurs. Mais pas à chaque petite étape, introduire un peu la rhétorique religieuse pour introduire un peu de fatalisme qui permettrait d'accompagner ce qu'on fait comme étant une forme d'alibi en cas d'échec. En cas d'échec, on dira Tchile Brallah, Tchile Atallah. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire tout ce vocabulaire n'est pas anodin, il n'est pas arbitraire, il est là pour masquer en réalité une impuissance profonde qui n'est pas due à l'absence de levier. Alors effectivement, il y a des obstacles, mais il y a plein de leviers qu'ils peuvent mobiliser, mais qui est due tout simplement à une absence de vision claire et détaillée de ce que devrait être le Maroc, d'un projet de société, du rôle d'un gouvernement, qu'est-ce qu'il doit incarner, qu'est-ce qu'il doit faire, indépendamment des calculs de la politique politicienne avec d'éventuels rivales, parce qu'on a l'impression qu'on est en période préélectorale durant tous les mandats. Durant tout le mandat, on est en période préélectorale, on est dans des règlements de compte, on est dans des rivalités intestines. Alors ça fait partie de la politique, d'accord, mais ça doit graviter autour d'une inertie, d'un mouvement global qui n'est pas altéré par ce genre de rivalité. Aujourd'hui, on voit que la chose publique est prise en otage par de l'entrisme de part et d'autre, par une volonté d'étendre son influence, de saboter et de mettre des bâtons dans les roues de l'autre, et qui fait qu'à la fin, on a un coach en guise de chef du gouvernement qui est là pour remonter le moral. Donc c'est toute la démarche qui est délétère, mais ce n'est pas le fait qu'il assume ou qu'il n'assume pas l'héritage des prédécesseurs. Il le savait, enfin il n'a pas atterri au Maroc au moment des élections, je parle de l'exécutif, pas uniquement du chef du gouvernement. Donc ça ne peut pas servir d'alibi. Effectivement, un État est dans une approche historique de longue durée. Les cas où un gouvernement n'assume pas ce qui a été fait avant, ça ne marche que dans des schémas révolutionnaires, où effectivement il y a une rupture radicale, comme par exemple à l'époque de la révolution bolchevique, où les bolcheviks ont refusé d'assumer la dette de l'Empire russe vis-à-vis de puissances occidentales. Mais je rappelle que dès que l'Union soviétique s'est effondrée, la Russie de Yeltsin et de Poutine a remboursé les dettes de l'Empire russe. Donc on a renoué avec la continuité de l'État et on a considéré le bolchevisme comme étant une parenthèse et une anomalie dans l'histoire de la Russie. Donc on revient toujours, même dans les cas révolutionnaires et post-révolutionnaires, vers la continuité de l'État, parce que ce qui permet de fonder une identité étatique, ce qui permet de fonder une tradition étatique et un ensemble de choses qui permettent à un État d'être un État et de ne pas être un hôtel ou de ne pas être une structure ou une dédicace à Attali et de ne pas être une entreprise. Donc un État n'est pas effectivement une entreprise, il a une histoire, il a une filiation. Et ça doit être assumé pleinement. Et donc c'est la manière avec laquelle on aborde que l'on juge, et pas le fait qu'il y ait un héritage. Prenons l'exemple de l'éducation ou des langues de l'enseignement. Mohamed El Khouel, aujourd'hui, on bloque sur cette question en empêchant ainsi le projet de loi cadre d'avancer. La question de l'arabisation, c'est du ressort de l'Istiqlal. Mais aujourd'hui, les résultats catastrophiques n'ont pas été remis en question et il n'y a pas eu de véritable changement de cap depuis 10 ans, depuis donc cet exécutif-là. Certains parlent même de retour en arrière. Sur ce genre de point, est-ce qu'il est légitime de faire le reproche au gouvernement actuel ? Le reproche qui lui est fait, ce sont sur ses actions actuelles. Pas sur le passé, même si on fait le lien parce qu'ils ont tendance à vouloir reproduire les erreurs du passé. C'est peut-être ça qui est un peu problématique. Mais là, c'est quelque chose en fait d'assez habituel, puisqu'on avait déjà en 2013 le chef du gouvernement Ben Kiran qui expliquait qu'il ne pouvait pas tout faire et que la situation était difficile parce qu'il avait hérité
de ses prédécesseurs d'une situation particulièrement complexe. Donc, 6 ans plus tard, chef du gouvernement du même parti reproduit les mêmes types d'excuses en réalité, parce que c'est ça. Pour moi, il s'agit là d'un renoncement en fait. À partir du moment où vous êtes en train d'expliquer que finalement, il y a 30 ou 40 ans, il y a eu des erreurs graves qui ont été faites et qu'on vit toujours dans le cadre de ces erreurs-là, alors même que votre parti est majoritaire et est à la tête du gouvernement depuis 2011, c'est-à-dire parce que si à la limite, on peut accepter qu'il se dissocie des actions et des politiques qui ont été menées avant 2011, depuis 2011, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire, puisque son parti est au pouvoir depuis 2011. Et donc à partir de là, comment expliquer qu'en 9 ans, ils n'aient pas pu prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce qu'ils considèrent être des erreurs d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Et certains vous diraient même qu'ils sont déjà en train de s'excuser pour les erreurs à venir. Oh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'excuses des uns et des autres. L'élément, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez évident, c'est qu'ils ne sont plus, du fait de leur maintenant ancienneté au pouvoir, ils ne peuvent plus se permettre d'expliquer que c'est du ressort des uns et des autres et de gouvernements précédents et de décisions politiques précédentes. Ils sont en responsabilité, et ils y sont depuis longtemps. Et l'actuel chef du gouvernement était ministre dans les gouvernements précédents. Donc il a quand même une responsabilité incontestable dans ce qui s'est décidé au Maroc, au moins sur les 8 dernières années. Donc c'est pour ça que moi, j'y vois pas... on peut y voir une excuse ou une tentative de justification, mais en réalité, moi, j'y vois vraiment beaucoup plus, c'est ça qui est inquiétant, un total renoncement à faire quoi que ce soit. Puisqu'au final, si on en est aujourd'hui à se dire alors, sachant qu'on est quand même dans un pays où on n'a pas eu de guerre civile, pas eu de rupture brutale, on n'a pas été en guerre avec des pays étrangers, on n'a pas connu une situation de crise extraordinaire. Donc c'est difficile de vouloir revenir sur le passé, expliquer que c'est ce passé-là qui est somme toute un passé beaucoup moins pesant et beaucoup moins impactant que celui qu'ont pu connaître d'autres pays, et expliquer que ce passé-là de gestion politique plus ou moins discutable selon les points de vue est ce qui crée les difficultés d'aujourd'hui. C'est plutôt, à mon avis, d'une part un renoncement et d'autre part l'aveu très clair de ce qu'il n'y a pas de solution et qu'ils n'ont pas de solution à proposer et qu'ils n'ont en réalité rien à proposer, simplement de dire il faudrait revenir 30 ans ou 40 ans en arrière et modifier ce qui a été fait, et là vous verriez qu'on vivrait beaucoup mieux aujourd'hui et que les choses se passeraient beaucoup mieux. C'est quand même assez limite. C'est ça qui est un peu gênant, c'est d'avoir un chef du gouvernement qui regarde que dans le rétroviseur, regarde dans le passé pour chercher des responsabilités, au lieu de regarder vers l'avenir et nous proposer des solutions. Je suis chef du gouvernement, je dois conduire la politique de la nation, et voilà vers où je souhaite l'emmener, et voilà comment je vais y arriver. C'est ce qu'on attend d'un chef du gouvernement, et notamment quand il s'adresse à des élus et à la majorité gouvernementale. Pas de nous dire qu'il a les mains liées et qu'il n'est pas du tout en mesure de modifier quoi que ce soit, parce que des mesures profondes ont été prises il y a longtemps et qu'elles marquent encore de leur empreinte la période actuelle. C'est vraiment c'est pas un discours très mobilisant, c'est pas un discours enthousiasmant et qui va justement amener la population à se dire le gouvernement, celui-là, fait quelque chose pour nous et est en train de poser les jalons de quelque chose de nouveau. Parce qu'on pourrait comprendre qu'ils nous disent on est dans une situation qui est difficile du fait des actions des gouvernements précédents, mais voilà ce que nous allons faire pour y remédier. Ça prendra un certain nombre d'étapes. On ne se débarrasse pas des problèmes en les jetant par la fenêtre en une seule fois, mais en les faisant descendre marche par marche, pas à pas. Et on va faire un pas, un deuxième, un troisième pas, et petit à petit, on arrivera à réduire ces problèmes importants. Là, ce n'est pas du tout dans cette logique, il me semble, dans laquelle le chef du gouvernement s'inscrit, mais plutôt simplement de acter son échec et chercher qui blâmer. Et il nous dit, celui à blâmer, il faut retourner 40 ans en arrière. Oui. Hamid de Casablanca nous dit Latmani à la place de Macron dirait les gilets jaunes, c'est pas mon problème, c'est celui de Chirac, Sarkozy et Hollande. Ça a été quand même dit quelque part dans les médias, mais ça c'est juste pour la parenthèse. Et il ajoute, le citoyen Drijeden, je m'adresse à vous, il ajoute donc toujours notre auditeur Hamid de Casablanca, il nous dit le citoyen ne cherche pas à qui incombe
à la faute des problèmes qu'il vit, mais il attend des solutions rapides. Ceux qui acceptent le pouvoir doivent le prendre avec tout le reste. Non, mais c'est plein de bon sens. Rapide dans l'idéal. Oui. Mais il a raison. Le problème, c'est que lorsqu'on on fait rapidement une analyse courte de la rhétorique du PJD depuis son accession en 2011 j'allais dire, à un gouvernement. D'abord, on nous a expliqué, et tout le monde s'est engouffré dans ce faux argument, que le PJD nous avait évité le chaos. Si le PJD n'avait pas été au pouvoir, ce pays aurait été à feu et à sang. C'est faux. Déjà un grand chantage politique au départ. Ce pays aurait continué à vivre tel qu'il a toujours vécu, moins bien, mieux, nous ne savons pas. Donc déjà, il y a au départ on enclenche les choses en disant, mais vous savez, en gros, on n'est peut-être même pas venu pour gouverner, on est venu pour empêcher que ça soit le chaos. Ce qui est quand même une manière formidable de préparer les arguments de monsieur le chef de gouvernement aujourd'hui. Ensuite, pendant 100 jours, on se plaint que personne ne veut venir travailler avec nous. Il faut former un gouvernement. Évidemment, des gens ont été aussi élus. Le PJD a remporté les élections avec 1 600 000 voix, donc forcément la majorité. Alors, grand-chose ou pas grand-chose, c'est pas la question, mais au fond, personne. Et puis là, le PPS est arrivé au secours de ce gouvernement informable et informé. Et de fait, les choses ont pu s'enclencher. On a vu, effectivement, c'était une espèce de gouvernement hybride sur le plan idéologique. Quel rapport entre le PPS, le PJD, l'Istiqlal. Finalement, l'Istiqlal a été intelligent. À un moment donné, ils se sont retirés et ils attendent probablement les échéances de 2021. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec un discours sur l'impossibilité. La question sociale, c'est difficile. Muharabat al-Fassad, mais on ne peut pas. Alors, si on ne peut pas, on s'en va. Si on n'a pas été capable de combattre la corruption, si on n'a pas été capable de remettre sur selle l'économie du pays, si on n'arrive pas à faire une politique étrangère, et M. Atmani a été ministre des Affaires étrangères, si on n'arrive pas à faire une réforme de l'éducation autrement qu'en privatisant, en faisant venir des écoles dans notre pays, si au fur et à mesure on ne fait qu'égrener le chapelet de l'impossibilité, mais dans ce cas-là, on dit écoutez, ça n'a pas marché, on retourne dans l'opposition, peut-être qu'on est beaucoup plus actif et beaucoup plus utile. Mais c'est ça le vrai problème. Ce que je crois, c'est qu'on n'est pas là pour gouverner. Le PJD n'est pas là pour gouverner. Le PJD est là pour rentrer au fur et à mesure dans l'administration. Le PJD est là pour placer des gens au fur et à mesure, que ça prenne 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ce qui est déjà le cas selon certains. Oui, ce n'est pas plus grave que cela. Au fond, ça ne nous changera pas beaucoup. Au fond, Abbas el-Fassi ou non, c'est un peu la même histoire. Et avant Abbas el-Fassi, c'est pareil. Et au fond, ce pays, il est géré, c'est une monarchie, il y a un État profond, il y a une administration qui fonctionne, il y a des problèmes, évidemment, il y a de la corruption. Quand on a envie que ça marche, étrangement. Quand on a envie d'organiser la COP 21 à Marrakech en 3 jours, on se retrouve avec des bus qui roulent très bien, tout est vert, tout est magnifique. Il y a cette espèce de mentalité, d'idéologie qui fait qu'on se dit que le plus important, au fond, pour le PJD, c'est d'avancer au fur et à mesure sur 15-20 ans pour à un moment donné avoir pris tous les postes clés pour qu'on ait eu une péjidisation des esprits et des mentalités. Et coïncider avec ce qu'on pense être la mentalité marocaine, qui serait finalement néoconservatrice, plus ou moins salafisée, avec un imaginaire qui s'invente au fur et à mesure dans une grande période de mutation. Mais le problème, c'est que personne ne répondra à cela. Au fond, qui répondra à cela? Par les urnes? Les gens vont se dire, finalement, après tout, ils sont tous pareils, mais eux, ils ont un argument, c'est qu'ils ne volent pas. C'est que eux, finalement, on peut leur faire confiance. Ils ressemblent à ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des gens qui ont la conviction que, après tout, c'est un imaginaire théologique et religieux qui fait bien fonctionner les choses, et on peut se projeter sur des gens qui le brandissent. Ce qui est une erreur, parce que nous sommes un État musulman, on a de leçons de théologie à recevoir de personne, ni de l'étranger, ni du PJD. Alors quand ça nous arrange d'être dans le PJD est un don de Dieu, quand ça nous arrange. Ah, vous avez vu, depuis qu'on est là, il pleut. Ah bon? Mais il y a des gens pour gober ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand M. Abdillah Ben Kiran devient chef du gouvernement, les cumulus nimbus, les nuages s'alignent et il se met à pleuvoir. C'est ça l'argument. Au fond, des gens ont gobé cela. Quand on se retrouve devant des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des yaourts très chers, on leur dit mangez du raïb. Et ça passe.
Et tout cela fonctionne. Dans cette espèce de méli-mélo de rationnel, d'irrationnel, de populisme et de temps en temps un discours un peu technique, dans lequel on ne s'engage pas trop parce qu'on n'a pas la compétence technique, finalement ça fonctionne et finalement ça rentre dans les imaginaires, ça irrigue le champ, non pas politique, mais le champ populiste de ce pays, et vous verrez que ça passera très bien. C'est très intelligent de dire cela, au fond. Ça passe déjà très bien. Mais bien sûr, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Il ne s'agit pas d'être responsable. Là, il y a une perversion. On ne demande pas à M. Admi d'être responsable de ce qui s'est passé dans ce pays il y a 40 ans. Il n'est pas responsable du plan d'ajustement structurel. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans les années 85, évidemment. Mais pour autant, là, on a véritablement des gens qui nous disent on prend ce qu'on veut, on continue à avancer. Hein, c'est la politique des petits pas, jusqu'à ce qu'on prenne tout le cerveau de l'imaginaire politique marocain. Et à ce moment-là, eh bien, on aura pris le pays, c'est très bien, ce pays aura été transformé par nous et nous serons finalement l'alpha et l'oméga d'une identité politique marocaine. C'est comme cela qu'il faut le comprendre, je crois. Parce que pour le reste, excusez-moi, le bilan n'est ni bon ni mauvais, il n'y en a pas de bilan. Sur les objectifs, il n'y a pas de bilan. Donc, du coup, ils sont peut-être responsables de la désaffection des Marocains de la politique. Vous savez, c'est une vraie question que vous posez. Je ne suis même pas certain qu'il y ait de la désaffection. Je crois qu'il y a tout simplement une espèce aujourd'hui d'inertie, d'asthénie politique. Les gens vivent leur vie, ils ont des vrais problèmes. De temps en temps, ils écoutent la radio, ils s'excitent, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur réalité qui sont différentes, ça et là. Et au fond, je pense qu'ils regardent ça en se disant... après tous ces gens-là, bon bah écoute, ils tiennent un discours assez simple, voilà. Ils sont honnêtes après tout. Voilà, nous sommes comme vous, nous sommes des braves gens impuissants, mais vous savez, après tout, nous sommes des bons croyants et on avance ou on n'avance pas, mais au moins avec nous, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'on marche main dans la main vers une espèce de paupérisation du politique qui est finalement accepté largement par tous. Cette question d'honnêteté, en tout cas, est à questionner parce qu'ils vont cumuler 10 années au pouvoir dans pas longtemps, mais depuis 8 ans, il y a pas mal de sujets quand même et pas mal d'actualités qui ont retenti au sein même des rangs du PJD et qui ont remis justement en question cette honnêteté brandie comme ça, comme argument électoral. En tout cas, l'institution du chef de gouvernement n'est peut-être pas responsable, mais elle doit faire avec son histoire et son historique, l'histoire de l'État et de ses résultats, d'où la manière dont vous parliez tout à l'heure, Rachida Chahachi. Mais est-ce que le fait de reprocher au gouvernement actuel des éléments ou les conséquences de décisions prises il y a plusieurs décennies veut dire finalement que les citoyens ou les forces vives de la société ont toujours confiance en ce parti majoritaire et qu'ils continuent à penser qu'il peut changer les choses? Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'exécutif actuel, qu'il s'agisse du PJD, du RNI, du PPS, ils sont eux-mêmes le produit de ce qui a été décidé il y a 40 ans. Ils ne sont pas venus de la planète Mars. Je veux dire, ils ont émergé du peuple marocain et quelque part, ils sont le reflet déformé de ce qu'est la société marocaine, avec tout ce qu'elle porte aujourd'hui en termes de contradictions internes, en termes d'hybridité, en termes d'angoisse, dans le rapport aux mutations profondes que connaît la société marocaine. Et tout cela est reproduit de manière multipliée au niveau du gouvernement, qui effectivement, Driss a parfaitement raison, rassure le peuple, parce qu'il lui ressemble en quelque sorte en disant « on est avec vous ». Donc tout l'échec éducatif, toute la faillite idéologique, tout le plan d'ajustement structurel qui a été imposé au Maroc, tout cela produit une génération qui aujourd'hui est au pouvoir au niveau du gouvernement, avec des différences, c'est-à-dire les gens du RNI qui procèdent d'un autre cheminement, le PJD d'un autre cheminement un peu plus populaire ou classe moyenne, mais globalement, c'est la même matrice générationnelle qui a produit tout cela. Et donc, on doit composer avec ce qu'on a. Après, l'idée, c'est que l'exécutif actuel, quand bien même il serait de bonne volonté, quand bien même il voudrait changer, il ne se pose pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas d'assumer ou de ne pas assumer, de faire quelques petites réformettes à gauche ou à droite, mais de repenser le cadre global de la souveraineté du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement, techniquement, a les moyens de réellement entamer une rupture en termes de vision politique, en termes de vision économique, de nature à permettre d'enclencher une dynamique de développement économique endogène portée par les Marocains eux-mêmes? Je ne crois pas. Il ne se pose pas ces questions-là. La question de la souveraineté monétaire, la question de la souveraineté budgétaire, la question de la marge de manœuvre qu'ils auraient pu renégocier par rapport à la constitution marocaine,
Donc il y a une pluralité de choses qui font que ce gouvernement exerce sa souveraineté dans un petit cadre très délimité, mais dont les limites sont extrêmement floues, parce qu'effectivement, il y a l'état profond, il y a des rapports de force. Voilà, excusez-moi, je vous coupe rapidement là, Chita Chachi, parce qu'on parle bien de coalition gouvernementale. Oui, mais je parlais de tous les partis. Voilà, il n'y a pas que le PJD. Bien D'ailleurs, entendu. ça rejoint le commentaire de Mehdi de Casablanca qui nous dit il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas les portefeuilles des grands ministères dits régaliens, les affaires étrangères de l'intérieur, des finances aussi. On est d'accord, mais pourquoi ils ne les ont pas? Parce qu'ils n'ont pas les compétences. C'est ça le problème, ils n'ont pas les compétences, parce que c'est des ministères qui ne pardonnent pas. Parce que quand vous commettez des erreurs au niveau du ministère de l'économie, c'est tout le pays qui entre en faillite. C'est parce qu'ils n'ont pas qu'ils sont obligés de tolérer et d'accepter le RNI qui a des experts, entre guillemets, mais qui n'ont pas de vision non plus. Je veux dire, là, ils se rejoignent intégralement dans l'absence totale de vision de long terme et de projet de société. D'ailleurs, ils ressortent souvent cet argument pour dire qu'ils ne nous ont pas laissé faire. Non, pas du tout. Enfin, tous sont des technolibéraux. Mais la réalité, et là je rejoins parfaitement Driss, pourquoi ils ne se posent pas les vraies questions? Parce qu'ils ne sont pas là pour diriger, effectivement. Parce que s'ils voulaient réellement diriger et changer les choses, ils se rendraient compte immédiatement des contraintes et des limites imposées en termes de souveraineté et poseraient les vraies questions, et même des questions qui dérangent. Et d'ailleurs, le souverain a appelé à poser des questions qui dérangent également, quitte à provoquer un séisme politique. Bon, on attend toujours le séisme. Mais là, effectivement, ils ne sont pas là pour diriger. Ils sont là pour faire de l'entrisme, pas que, mais également le RNI. Mais eux, ils ont une certaine culture mais comment et on parle de tradition l'institution du chef de gouvernement et de sa déclaration, étant donné les mais il pouvoirs s'entoure de qu'il qui, a le chef du gouvernement? textuellement dans la Constitution depuis 2011 voilà, Il s'entoure de qui? Il s'entoure de techniciens, de technocrates, d'experts. Il y a combien de sociologues autour du chef du gouvernement? Il y a combien d'anthropologues? Il y a combien de gens qui ont travaillé sur le terrain, qui connaissent la réalité? Il est entouré de marketeurs, d'experts, d'auditeurs, enfin de fiscalistes, de gens qui ne pensent la réalité qu'à travers le prisme des chiffres et des PowerPoint. Donc la réalité, ce n'est pas la structure en elle-même, mais pas de qui il s'entoure. C'est ça le problème, le prisme à travers lequel il appréhende la réalité. Et puis il y a la question de la double appartenance, c'est-à-dire l'appartenance à la Jama'a et l'appartenance à la nation, qui pose également un certain nombre de problèmes. Ou quand l'arbitrage doit être fait, eh bien souvent, on l'a vu, l'arbitrage se fait plutôt du côté de la Jama'a que du côté de... Pareil pour le RNI, du côté des clans économiques plutôt que du côté national. Enfin, ils se rejoignent tous là-dedans. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Mais il y a des différences de degrés en termes de dangerosité où effectivement le PJD, c'est une autre échelle. Ouais, et toujours en parlant des partis politiques, Belmire de Casablanca nous dit ce matin, déjà leurs agendas sont tous identiques. Sincèrement, dit-il, on ressent que tous les partis politiques peuvent se fusionner en un seul parti, mais aucun d'entre eux ne finira par proposer cet oiseau rare, dit-il, cet homme politique digne de confiance, intègre et conscient justement de l'enjeu majeur de son rôle. Hamid de Casablanca intervient, lui, avec cette question. Il dit, si on éliminait tous les partis politiques qui ont commis des fautes graves par le passé et qu'on paye très cher encore aujourd'hui, combien, dit-il, va-t-il en rester justement de partis politiques? Mohamed El-Khouel. Oui, mais c'est pas le sujet n'est pas parce que identifier des fautes graves commises par qui, à quel moment. La plupart du temps, ça n'a pas été des partis politiques de toute façon. C'était des... Et puis... c'est une question, à mon avis, qui n'est pas l'élément central, puisqu'il ne s'agit pas là de rechercher des responsabilités. Et d'ailleurs, quand le chef du gouvernement évoque ce qui a été fait avant, ce n'est pas pour chercher les responsables ou en tirer les conséquences, c'est pour se disculper et se dédouaner. C'est ça le véritable problème. C'est qu'à la limite, si on nous dit telles erreurs ont été commises, identifier les erreurs, comment faire pour les corriger si ça n'a pas été déjà le cas, et comment faire pour ne pas les reproduire. Si c'était inscrit dans ce cadre-là, en nous expliquant les mauvais virages ou les mauvais choix qui ont pu être faits à un moment ou à un autre, et en quoi lui va faire des choix différents et éviter de reproduire ses erreurs, ce serait intéressant, parce que c'est toujours utile de voir d'où l'on vient et d'éviter de refaire des erreurs qui ont déjà été faites. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est juste, il est dans la justification. Il est dans la tentative de recherche d'excuses et il n'est pas dans l'action. C'est ça le véritable problème et le drame de nos gouvernants à l'heure actuelle. C'est que le chef du gouvernement, qui est en responsabilité, c'est pas ce type de discours, on pourrait l'entendre d'un chef de gouvernement qui s'est retiré et qui explique pourquoi son bilan n'est pas aussi bon qu'il aurait dû l'être. Là, ce n'est pas le cas. Il est en responsabilité, il a tous les pouvoirs, il peut agir. Et il n'agit pas en nous expliquant qu'il y a telle ou telle entrave ancienne. C'est ça qui est quand même difficilement surprenant. Et le PJD ne peut pas dire, de mon point de vue, qu'ils n'ont pas les pouvoirs ou les responsabilités. Ils les ont et ils y sont.
Et on n'a qu'à voir l'exemple de Casablanca et la manière dont toutes les problématiques et les problèmes que cette ville rencontre et connaît. Et à ce niveau-là, parce qu'à la limite, si le débat c'était au niveau étatique, il y a un État profond, il y a d'autres ministères qui nous savonnent la planche, on est incapable de travailler. Mais si on avait les coups des franges, vous verriez, on ferait des choses fantastiques. Ben, au niveau local, ils ont les coups des franges. Et ce qu'on voit au niveau local, au niveau des réalisations, est loin d'être fantastique. Quand on voit la manière dont les choses se passent, on n'a qu'à prendre les travaux sur ce pont à Sidi Maalouf qui prennent 5 ans, je crois, maintenant. On est quasiment à 4 ou 5 ans pour réaliser un pont de 200 mètres. C'est juste invraisemblable d'un point de vue technique, organisationnel, administratif. Et pendant ce temps-là, la vie d'un nombre important de Marocains, et chaque matin et chaque soir complètement chamboulé. Mais pareil, près de Casaport, enfin, il y a des travaux depuis Voilà, des on années. voit, on voit tous les trottoirs sont refaits en même temps. Et ça, c'est un choix direct, sous le contrôle direct de ce parti. Et donc, on a malheureusement une situation où, au lieu d'agir, on nous sert des excuses. On nous explique il y a une pourquoi. transposition des mêmes arguments à l'échelle locale, parce qu'on s'est retrouvé, là en l'occurrence pas forcément avec un PJDiste, mais avec d'autres maires qui vous expliquaient, ben moi je peux rien faire parce qu'il y a énormément d'élus de différentes couleurs politiques et donc moi je peux rien faire. Bah si, puisqu'ils arrivent à faire du chaos. Parce qu'à la limite, si on est incapable de faire un pont dans des délais corrects, on le fait pas. Puisqu'on arrive à produire du chaos malgré tout. Et puis on a quand même un élément très simple, parce que la logique est là, on ne les sent pas dans l'action. Est-ce que nous voyons, par exemple, nous, Casablancais, des élus locaux, aller sur ces chantiers, les visiter, s'assurer de la régularité des travaux, des durées, etc. On descend à l'échelle locale, parce que c'est important justement de montrer en quoi l'action gouvernementale ou l'action d'élus, ça doit être de l'action concrète, ils doivent être dans l'engagement. Mais on ne les voit pas, on ne voit rien se produire de ce type-là. Ce que les citoyens peuvent constater eux-mêmes de visu quotidiennement. Pourquoi nos élus sont-ils incapables de le constater? Et pourquoi s'inscrivent-ils toujours dans une logique de justification et de passé au lieu d'être sur le terrain? On sera très heureux de les avoir à côté de nous, de dire vous voyez, je suis là, je regarde, je constate qu'il y a ce problème-là, et que tout comme vous, je vais essayer de voir comment on peut régler ça, puisque moi j'ai la possibilité de le faire, vous non. On va voir comment on le règle. Mais cette problématique-là, non, elle n'est absolument pas prise en compte, et il n'y a aucune action qui est faite de ce point de vue-là. Et c'est pareil à d'autres niveaux, où quand des actions sont apportées, ou quand des réponses concrètes sont apportées, c'est du style, vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les yaourts. Donc c'est quand même ça qui est assez invraisemblable. C'est intéressant de constater qu'en vous parlant... n'avez pas de brioche, mangez du pain. Géden, c'est intéressant de constater qu'en parlant de l'institution du chef de gouvernement, on se retrouve à parler du PJD et des autres partis, alors que cette institution est censée transcender tout cela. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'un chef de gouvernement d'une autre couleur politique aurait pu dire exactement la même phrase? Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait faire un vrai travail approfondi. Oui, on pourrait très bien imaginer que d'autres, mais différemment, je crois, de manière beaucoup plus, j'allais dire, précise, sur des dossiers en particulier, et en disant qu'il y a une crise, par exemple. Quelqu'un qui vient et vous dit, vous savez, il y a une crise mondiale, il y a une crise de l'importation, de l'exportation, il y a une crise des monnaies, il y a ceci. Donc il y a des difficultés, ça on l'a déjà entendu et on l'entend partout. Et c'est la réalité de ce travail, c'est de travailler, j'allais dire, dans un monde en crise. Par contre, il y a une chose qui me donne à penser que là où il y a aussi du génie dans cette affaire, le génie d'une perversion, qui est l'outil avec lequel on travaille très bien, c'est qu'au fond, quand on est dans un discours de l'empêchement, on est aussi en train de représenter tous les empêchés du royaume. C'est-à-dire qu'en fait, le PJD, c'est le parti du ressentiment. C'est le parti de tous les gens qui, au fond, ne peuvent rien faire parce qu'ils ont tous au quotidien une raison de penser qu'on les empêche d'exister, qu'on les empêche d'être eux-mêmes. Et ce parti a compris cela. Il s'adresse à des gens qui peuvent tous témoigner au quotidien qu'il y a une personne qui les empêche de travailler, qu'il y a une personne qui les empêche d'avancer dans leur projet de vie. En règle générale. Dans le détail, on pourrait rentrer dans le détail. Hommes et femmes qui vous diront, mais vous savez, j'essaye de faire les choses. Alors ce discours, quand il vient d'en haut et qu'il redescend, il vient d'en bas, il monte et il descend, une espèce de trajectoire, j'allais dire, d'un aller-retour perpétuel, c'est le discours qui finalement fait que le ressentiment au quotidien devient le discours politique même. Et au fond, l'objectif, ce n'est pas de dire voilà ce que nous voulons faire, c'est de dire venez nous rejoindre, vous,
qu'on ne laisse jamais rien faire. Venez nous rejoindre, vous qui, d'une certaine manière, vous n'êtes pas les sans grades, mais vous êtes les sans pouvoir. Nous sommes aussi impuissants les uns que les autres. Et cette politique de l'impuissance, dès lors qu'elle irrigue tout, à un moment donné, elle peut aussi provoquer, pour le coup, un séisme politique, mais qui est un séisme du ressentiment. Et ils ne sont pas à 10 ans près. Parce que c'est là qu'il y a de l'intelligence aussi. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont des imbéciles. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent le combat politique, ils ont fait semblant de se transformer. Mais au fond, on retrouve ça aussi dans beaucoup de rhétorique ailleurs. Ce n'est pas l'invention du PJD. Que d'être d'une certaine manière, ces partis qui ne sont même pas populistes, ces partis qui ont justement un ennemi qui peut être une grande bourgeoisie apatride, qui peut être les occidentalisés du Maroc, les mauvais Marocains. Donc on se retrouve, nous, entre vrais Marocains, c'est-à-dire entre individus qu'on ne laisse pas exister, et nous sommes finalement les représentants de cette non-existence. Le ressentiment serait donc devenu le projet de société ? Le ressentiment, c'est le moyen par lequel, oui, c'est le moyen par lequel on crée un espace politique. Moi, je pense qu'à terme, ce sera dangereux et que nous aurons peut-être tous à en payer le prix d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas le pays à feu à sang, c'est pas ce que je dis. Mais que cette espèce de nihilisme-là, ordinaire, qui se distille au quotidien, cette idée qu'on ne peut rien faire parce qu'on est empêché. Alors, avant, il y avait les crocodiles, les serpents à sonnette, avec des noms d'oiseaux formidables, mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit ? Nous sommes venus sincèrement pour transformer les choses et on nous a empêchés. Et vous voulez qu'on vous dise plus que ça ? Vous aussi, on vous empêche. Alors, entre empêcher, j'allais dire, serrons-nous la main et essayons de transformer ce qui, de toute façon, au départ, on ne nous laissera pas transformer. Donc, c'est véritablement une politique du ressentiment. Merci beaucoup pour vos interventions.